Bonjour et bienvenue sur la radio ici maintenant 95.2 FM. Vous êtes dans l'émission Cyberculture présentée par William avec William et Sébastien. D'ici quelques instants, on se retrouve avec bien sûr, comme on dit, le samedi, c'est Cyberculture, c'est l'après-midi de l'informatique et on trouvera bien sûr après l'émission Cyberculture la hotline pour vous aider dans vos problèmes de l'informatique. Mais tout d'abord, Cyberculture. Alors, on se retrouve tout de suite après cette introduction de la Matrix. La radio ici maintenant, Cyberculture 95.2, on va parler d'informatique et de culture informatique, mais tout d'abord, et comme on a l'habitude de faire dans cette émission, on va faire notre revue de presse de la semaine dans le domaine, bien sûr, de l'informatique, afin de décortiquer et de mieux comprendre et faire des commentaires. Et j'ouvrirai, entre autres, aujourd'hui l'antenne pour que vous aussi, vous puissiez réagir sur cette actualité, bien sûr. Donc on va aborder, bien sûr, avec Free qui va se lancer dans les forfaits internationaux. Caisse d'éco, ça veut dire qu'avec, d'après la lecture de cet article, on pourra donc à partir de l'extérieur payer le moins cher possible si on est à l'étranger pour appeler en France et sur d'autres combinés. Bien sûr, Free qui est tenu un petit peu en étau par l'État sur le temps de son limitation, sur son autonomie bien sûr, parce qu'aujourd'hui vous savez que Free utilise en très grande partie le réseau de Orange et l'État a mis les points sur les i avec une limitation sur son déploiement et sur son indépendance. On abordera aussi sa chauffe chez Hotmail dans leur data center pour bien comprendre pourquoi ça chauffe dans les data centers. Un cloud écolo aussi, on parle de cloud écolo.
notre partie donc de pouvoir sur les limites du champ d'action de l'ARCEP par rapport au gouvernement, les sanctions de Google Street View aux États-Unis sur ses vols d'accès Wi-Fi avec son fameux véhicule qui avait récupéré des logins et des mots de passe d'accès Wi-Fi. On parlera de hacking bien sûr parce que vous savez on aime bien aborder dans cyberculture cette culture de hacking sur du baiting, de faux mails free, de faux mails de la CAF avec de vols de données et d'identité. On parlera bien sûr de la condamnation, j'en peux pas parler, de le fait qu'un hacker français s'est fait condamner pour les fameuses attaques de sites gouvernementaux pour protester contre la fermeture à l'époque de Megaupload, d'Adopi bien sûr, et son téléchargement illégal, et son point de vue sur le référencement actuel sur les moteurs de recherche, sur les vidéos streaming qui a l'air, les vidéos streaming pirates a l'air plus proches et plus présentes que les vidéos légales lorsque vous faites une requête sur Google par exemple, et du hacking piratage et des relations en ce moment avec les États-Unis et la Chine. On parlera du VPN de l'Iran. Et pour finir, la partie science des étoiles, le plus grand télescope ALMA qui a été mis en fonction il y a quelques jours d'ici. On se retrouve tout de suite après cette petite intro, cette petite musique limitless que j'aime bien mettre de temps en temps dans mes émissions. Et on se retrouve tout de suite après ça, et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur notre chat.rim 952. Je dis bonjour bien sûr à tous les chatteurs qui sont fidèles chaque samedi sur ce chat qui est réservé bien sûr à l'informatique sur la radio ici et maintenant, donc chat.rim952.fr. Il est accessible aussi à partir de notre site internet www.ici et maintenant.com. Bonjour Aletka, Bouddha, Thierry, V7 Killer, Chien et Chat, RP, Primasatorus, toujours au rendez-vous, Bidoum, Nezo, Vodka, Amiga, Patrice et 380 829 qui aiment bien le chiffrage. On se retrouve tout de suite après ça. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, émission qui réveille vos tartines. Et oui, vous l'avez bien deviné, la semaine dernière, on avait lancé un petit concours et Tristan, que j'en remercie, nous a envoyé un jingle pour Cyberculture. Je l'ai déclenché par erreur, mais tant mieux quelque part parce que je voulais le mettre. Donc merci à Tristan. Bien sûr, vous pouvez participer si ça vous amuse aussi. Vous êtes les bienvenus pour faire un jingle pour Cyberculture. Donc tout simplement, vous envoyez votre MP3 ou votre lien MP3 à cyberculture952 @gmail.com. Donc pour présenter de temps en temps, je le passerai. Qu'est-ce qui a gagné? Simplement le fait que je passe tout simplement votre musique, votre plutôt jingle à l'antenne. Et vous êtes les bienvenus sur la radio ici et maintenant. On a Sensor qui s'installe pépère avec son portable et on va arriver. Là, j'étais en train de préparer bien sûr la revue de presse. On se retrouve tout de suite après ça et on commence la revue de presse. À tout de suite.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Bonjour à tous. Si vous prenez l'émission en cours, on va commencer la revue de presse. Mais tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour Sensor Sébastien, comment ça va? Salut William. Ça va? Ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Bon, on va avec la forme. J'ai connu mieux. Ouais, ça manque de lumière, on va dire. C'est clair. Ouais, le soleil était de retour il y a quelques jours d'ici, ça nous a régénéré c'est un certain moment, mais il est méchant là, il s'est caché derrière le nuage, c'est du shader smog, shader, voilà, j'en peux pas parler. Shader fog d'ailleurs, là on va s'enchaîner sur la revue de presse. Donc je sais pas si t'as entendu parler que Free, faut prendre ça bien sûr avec des pincettes, donc la formation n'est pas encore officielle, reste à prendre avec des pincettes, mais la prochaine évolution donc de leur fameux forfait à 2 € de l'opérateur Free Mobile pourrait prochainement passer à l'international. Actuellement, donc, le forfait à 2 € de chez Free permet d'accéder à 2 heures d'appel vers les mobiles et fixe de France métropolitain et vers les téléphones fixes de 41 destinations étrangères. Donc malheureusement, le roaming international n'est pas du, j'arrive même plus à lire, n'est pas du lot. Et un abonnement n'est pas hésité à le faire remarquer Xavier Niel, en lui soumettant la possibilité de permettre aux abonnés du service de passer des appels depuis l'étranger vers la France, ne serait-ce que via les souscriptions d'une option facultative. Donc répondait donc le PDG de Free. Impossible de savoir actuellement si le service sera proposé dans le forfait à 2 € ou il s'agirait d'une option, ni même quand ça sera donc débloqué sur le roaming international. Toujours est-il que si le fonctionnement devait s'installer directement dans le forfait de Free, l'opérateur pourrait séduire de nombreux abonnés ayant de la famille expatriée ou habitant à se déplacer hors de la France. En outre, l'option pourrait permettre à l'opérateur de se démarquer un peu plus des solutions équivalentes proposées actuellement par la concurrence, même si la solution la plus logique reste actuellement l'ajout d'un crédit spécifique alimenté en fonction des besoins par l'abonné. L'initiative ne peut être que quelque part que bénéfique pour l'ensemble des utilisateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement. Pardon. Ça peut être bénéfique, je pense, pour la majorité des utilisateurs. Ils font évoluer leur offre, puisque de toute façon, on voit que les concurrents s'alignent au fur et à mesure sur ce qu'ils proposent. Donc, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de forfait à 2 € quoi qu'il arrive chez les autres, vu que c'est un truc particulier chez Free pour le moment. Mais ils sont en train c'est la guerre entre les opérateurs et chacun essaie de sortir son épingle du jeu de la manière qu'il aura choisi. Et là, actuellement, c'est Free qui essaie de proposer de nouvelles choses. Non, je trouve que c'est pas mal. Donc, quelque part, en fait, Free n'est pas encore passé à la 4G, donc les opérateurs là, sont en train de se servir sur la 4G en ce moment. Ils sont en train de faire. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont déjà investi beaucoup de sous, même si le réseau n'est pas propre à eux pour le moment. Je suis pas sûr qu'ils aient encore assez de cash pour acheter des équipements 4G, quoi. Déjà qu'ils se forgent un réseau à eux, ça serait pas mal. Oui, donc déjà ça tombe bien parce qu'on va rebondir sur ces fameux articles de l'autorité de la concurrence qui rend son avis sur le principe de l'utilisation des infrastructures entre opérateurs et l'itinérance entre Free et Mobile et Orange. Donc par rapport à ça, l'autorité de la concurrence rend son avis sur le principe de la mutualisation des infrastructures entre opérateurs et de l'itinérance entre Free Mobile et Orange, dont elle rappelle la valeur transitoire. La mutualisation des infrastructures entre opérateurs doit permettre de réduire les coûts d'entretien et d'organiser plus efficacement la couverture du territoire. Elle est vue comme une alternative à la tentation de fusion que connaissent les opérateurs pour s'adapter à la perte de valeur et du secteur télécom. Donc toi par rapport à ça, par rapport au début de cette introduction, qu'est-ce que tu en penses de cette inhérence ou est-ce que tu t'interroges un petit peu comme nous en tant que est-ce qu'on doit donner du temps à Free? Donc on va continuer cet article, je vais pas là on n'a pas assez de valeur. Interrogé sur les effets possibles de la mutualisation sur le marché, l'autorité de la concurrence a également été interrogée sur les conséquences de l'accord d'itinérance entre Free Mobile et Orange sur cette question de la mutualisation et sur la distorsion du jeu de la concurrence qu'elle peut engendré. L'autorité a rappelé le rôle bénéfique de la mutualisation des infrastructures tout en rappelant qu'elle pouvait être dévoyée pour écarter un concurrent, d'autant plus que le marché mobile continue de présenter des caractéristiques intrinsèques. Degré de concentration, transparence, stabilité, complexité, etc., qui maintient des risques de collision. Elle convient donc d'encadrer cette pratique et l'autorité émet des recommandations en fonction de la densité de population.
Pour les zones peu denses ou à un déploiement propriétaire, la mutualisation peut être activée à plusieurs niveaux, du partage des infrastructures à celui des fréquences. Pour la zone dense, la mutualisation des installations passives ne pose pas de soucis, mais c'est du côté du partage des fréquences que l'autorité se montre méfiante, dans la mesure où le REANA sharing oblige à échanger des données commerciales sensibles, notamment sur les zones très denses, un peu moins pour les zones sédimentes. Ces échanges seraient nocifs pour les capacités des différenciations des opérateurs, estime l'autorité, et les partages des fréquences remettraient en cause les principes de concurrence par les infrastructures. L'instance n'a donc pas tellement envie de préparer le terrain d'une nouvelle entente entre opérateurs. Itinérance un peu, mais pas trop. Pour ce qui est de l'itinérance entre Free et Orange, l'autorité souligne qu'il a été bénéfique pour la concurrence en rendant Free directement capable de peser sur le marché mobile, alors même que son réseau propre est encore de petite taille. Dans le même temps, il souligne que cette disposition ne peut pas perdurer du fait des risques concurrents qu'elle introduit en rapprochant Free et Orange et en affaiblissant au retour les autres opérateurs du marché. Elle recommande donc une surveillance resserrée sur l'accord d'itinérance dans la mesure où les opérateurs impliqués n'ont pas spécialement d'intérêt à y mettre fin et risquent donc de faire pour autant retarder l'interruption. Elle rappelle que l'accord signé entre Free et Orange court jusqu'en 2018 et qu'il y a des éléments que dans le temps devraient inciter à son arrêt, comme le coût grandissant des échanges de données entre réseaux et l'engagement de couverture, mais que cela ne pourrait pas suffire. Elle rappelle donc que le régulateur a précisé des règles d'encadrement de l'itinérance, notamment sur sa durée, que selon l'autorité, elle ne devrait pas être prolongée au-delà d'une échéance raisonnable de 2016, période de fin de droit à l'itinérance 2G, donc de 2G pour Free. Elle invite donc la SAP à vérifier que la stratégie d'investissement de Free est conforme à ses obligations de couverture, 75% de la population en 2015 et 90% en 2018, et à prévoir le cadre de l'extinction de l'itinérance. Donc là on a un peu plus d'informations, on sent que quelque part Free c'est pas la fête donc de l'itinérance, c'est bien pour faire décoller un opérateur mobile, mais à un moment donné il y a une limite à ça, l'opérateur mobile lui aussi doit s'engager à avoir son propre réseau. Bien sûr, on est bien d'accord sur ce point. Surtout que là, ça fait quoi? Ça va faire plus d'un an là qu'ils sont arrivés en tant qu'acteurs sur le marché. Il est clair que pour eux, il va falloir investir beaucoup d'argent parce que je crois aussi que Bruxelles leur a donné un petit avertissement comme quoi il faudrait que pour 2014, ils aient un pourcentage minimum de réseau qui doit être propre à leur infrastructure et non plus de l'allocation chez Orange ou chez quelqu'un d'autre, parce que je sais que il me semble que SFR s'était porté entre guillemets volontaire pour leur accorder une itinérance 4G si nécessaire, parce que bon, il y a de l'argent à se faire, hein, Non on mais est bien d'accord. non, mais c'est surtout avec l'affaire que Orange, pour lui, c'est très juteux parce que on avait lu un article dans une revue de presse informatique de Cyberculture où Orange avait quasiment remboursé son infrastructure grâce à l'itinérance de Free. Ouais, ouais, Et tout c'est à ça, fait. c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que Orange, pour elle, dans ce texte, hein, la société Orange, c'est tout bénef. Parce que même si elle se dit, oui, mais bon, voilà, Orange a su rebondir, a su s'adapter en disant, bon, bah, ok, bah, tu vas devenir mon client. Et derrière ça, elle amortit son propre Tout à réseau. fait, parce qu'eux, ils ont déjà des infrastructures depuis très longtemps. Donc une partie est sûrement déjà amortie et du coup, c'est tout bénéfice pour eux. D'accord. Oh là, donc là il y a un problème de micro. Donc c'est tout bénéfice pour eux à ce propos. Bien sûr, d'ici quelques minutes, et à la fin bien sûr de cette réflexion, vous pourrez intervenir à l'antenne si vous avez quelque chose à dire là-dessus. D'un autre côté, on voit très bien que Orange est bénéficiaire dans cette histoire, et SFR boucle derrière, bah, comme tu disais, avec la fameuse 4G, Ah oui, ils se même d'ailleurs proposent, hein, ils voient qu'il y a de l'argent. l'ancien PDG de SFR, d'ailleurs, qui a eu un bon golden parachute, entre parenthèses, voilà, donc c'est pas génial. Mais derrière ça, on l'a invité à partir à cause c'était l'une des raisons du fait qu'il n'a pas su rebondir et pas su prendre cette opportunité avec Free, c'est bien ça. Tout à fait. Ok. Bon, petite respiration, hein. Allez, on va respirer parce que Ah non, sinon mais non, on va mourir. non, tout Alors, va bien. est-ce que tu me ferais le plaisir de passer Léonard Nimoy, s'il te plaît? Comment tu sais ça? Ah, parce Tu fais de la télépathie, hein. que- oui. Et t'as vu le plan de caméra, il est pas mal sur toi, hein. Allez, dites bonjour à Sensor. À tout de suite. Sur Radio Ici Maintenant, Cyberculture.
Radio ici maintenant, c'est Cyberculture avec William et Sensor. Comment ça va et re-salut les chatteurs. On a un chat aussi, hein. Ça, c'est On a un important. chat. Ouais, le chat, il y a une émission derrière, était tellement influent. Il y avait beaucoup de gens. Ils nous aiment beaucoup. À première vue, ils aiment le chat. Le chat.rim952.fr. Donc, il suffit d'aller sur notre navigateur ou à partir de notre site internet www.ici et maintenant. Vous mettez tout simplement votre pseudo ou le prénom que vous voulez avoir, que vous avez toujours voulu avoir. Par exemple, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de mot de passe. Vous voulez vous appeler Sébastien, vous pouvez vous appeler Sébastien. Vous pouvez vous appeler ce que vous voulez, William. Toto Balls, vous êtes libre, il n'y a pas de règle. Hein. La seule règle, bien sûr, c'était d'être de bonne humeur sur le chat et vous pouvez rebondir sur notre revue de presse, sur l'émission, bien sûr, c'est sur ce que nous disons. Je remercie encore la personne qui a fait son jingle. Hein. Vous pouvez envoyer votre jingle si vous le voulez. Allez, je le repasse un petit coup là pour lui faire plaisir. Allez, c'est parti. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Bon, c'était l'idée d'Olivier. Hein. Bon, après le texte, moi j'ai appris, c'était sympa. Ok, bon, revenons un peu. On va faire évoluer. Voilà, on va faire évoluer. J'ouvre l'antenne, hein. On va continuer un petit peu les lectures sur la revue de presse de la semaine, hein. Ce qui m'a marqué, bien sûr. Je pense que ça t'a marqué aussi. Hein. Si tu penses que c'est nul, on passe au prochain article, bien sûr. Donc 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour rebondir sur la cyberculture, sur les articles que nous lisons actuellement ou sur peut-être un article que vous avez vu dans le domaine de l'informatique cette semaine, qu'on a peut-être lu, qu'on n'a peut-être pas encore lu, qu'on n'a peut-être pas abordé. Voilà. Alors là, on va parler de méga upload, des représailles, de la condamnation en France pour du DDoS, de l'attaque DOS tout simplement, qui s'est produit en janvier 2012. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non. Donc 3 individus ont été condamnés à de la prison avec sursis il y a quelques jours d'ici, en janvier 2012. Ils avaient donc protesté contre la fermeture de méga upload en s'attaquant au site du ministère de la Justice. Donc c'est un article que j'ai récupéré sur génération-nt.com. De quel pays ? En France. Ah, en France. Je vais quand même lire l'article. Hein. Repéré par PC Impact, une dépêche AFP glisse un jugement rendu hier par le tribunal correctionnel de Paris. Donc effectivement, c'est en France, à l'encontre de 3 hommes. Ils ont écopé d'une peine de 4 à 5 mois de prison avec sursis pour avoir rendu inaccessible pendant une journée et une nuit le site du ministère de la Justice. Un cas d'attaque parmi des services distribués qui consiste à envoyer des requêtes pour parvenir à faire saturer un serveur web ou le réseau, parce que les DOS, on peut saturer les réseaux, les serveurs web, donc on fait beaucoup de requêtes. Juste une petite parenthèse, on fait beaucoup de requêtes. Ça sature le serveur en face. Si le serveur il n'est pas protégé contre ce genre d'attaque, et c'est pas forcément, il tombe. Voilà, il se vautre, il tombe. On dit ça en anglais. C'est du flood, c'est du flooding. C'est du flooding de réseau, etc. Alors pour les accusés, il s'agissait de protester contre la fermeture de Mega Upload, intervenue en janvier 2012. Cette forme de protestation avait été lancé par Anonymous via une opération baptisée OP Mega Upload. Le collectif d'activistes avait ainsi aiguillé vers l'utilisation du logiciel LOIC, Low Orbit Lone Cannon, donc c'est Ion Cannon, qui permet à des ordinateurs de s'associer à une action visant à inonder du trafic sur un site particulier. Aux États-Unis, plusieurs sites institutionnels avaient également essuyé de telles attaques DOS en représailles à la fermeture du site fondé par Kim.com. En France, les attaques avaient aussi ciblé le site du ministère de la Défense, de l'Élysée et encore celui-là de l'Adopi. Oh, ça alors. Ça, mince. Quel dommage. Oui. Mais aujourd'hui, c'est des attaques, c'est des protestations. Mais la grande question, c'est quelque part, ils ont attaqué les sites de la Défense, mais pourquoi ils n'ont pas caché le ministère pourquoi ils n'ont pas caché leur ministère de la Justice, pourquoi ils n'ont pas caché leurs IP? C'est une protestation, c'est pour montrer qu'ils n'étaient pas contents. Ouais, parce que ce genre c'est répréhensible, donc ils ont choisi un moyen d'expression qui n'est pas très, correct, on va dire. Après, chacun a son délire. Après, si ça leur retombe dessus,
Donc l'objectif, Moi, ça me dérange pas. pour expliquer un petit peu comment le type d'attaque sur ce logiciel, je vous conseille pas de l'installer et Non. de vous attaquer à un site en face parce que faut avoir Ça- un minimum de Quand le connaissances. Hein. boomerang va revenir Ouais, aussi, ça voilà. pourrait faire mal. Donc là c'est la justice, on fait une bêtise, on paye, c'est comme ça. Tout à fait. C'est malheureux, mais il faut éviter de faire des bêtises. Il y a peut-être d'autres moyens de protestation pour dire, vous avez bien vu, de toute façon, un an plus tard, il a fait un mode je reviendrai. Il l'a Et dit, oui, et il l'a fait. et il l'a fait, et il est bien là. Donc les attaques, comment ça se procure sur un serveur web? Il y a deux possibilités, ce qu'on en parlait tout à l'heure. La première possibilité, c'est de faire un overflow. Ouais. Donc en anglais, donc ça veut dire un débordement. On peut faire un débordement de mémoire de l'ordinateur en face, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de requêtes sur une page spécifique. En plus de ça, si cette page-là, elle fait appel à d'autres fonctionnalités du serveur, par exemple aller chercher des données, donc une base de données qui va devoir construire, ça va prendre du temps machine, du temps processeur. Donc le processeur doit faire un calcul. Et là, il y aura une saturation, on va faire un overflow du serveur, le serveur va tomber. Il y a des protections, oui, mais admettons qu'aujourd'hui, si vous avez une personne qui vous attaque une fois sur le serveur, à la rigueur, vous avez son IP, vous pouvez le filtrer. Oui, Mais exactement. si derrière, on arrive à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 40 000, voire 100 000 IP qui vous attaquent, et en plus derrière ça, si c'est humain, amusez-vous à le filtrer. Donc il faut avoir une signature et trouver la signature de la personne qui vous attaque, ou la signature globale pour filtrer, et ça c'est complexe. C'est faisable, mais c'est complexe. Ou derrière, c'est des bots, des zombies. Ça, les zombies, Ouais, c'est des ordinateurs infectés. Tu peux en parler un petit peu ou pas des zombies? Rapidement, oui, c'est quand un espèce de botnet se crée à l'insu des utilisateurs des serveurs ou des stations de travail. Et un mec a une console avec, je sais pas moi, 1000, on va dire, allez, 1000 zombies qui sont à ses ordres. C'est-à-dire que s'il veut faire une attaque ou un truc comme ça, il lui suffit de cliquer sur un bouton, de choisir le type d'attaque. Et les 1000 ordinateurs infectés vont se mettre à envoyer soit des paquets, soit du flou, des trucs. Enfin, ça permettra donc en un clic de faire 1000 attaques simultanées, par exemple. Mais bon, là, quand je dis 1000, c'est un petit chiffre. En général, c'est beaucoup plus gros, hein, les botnets. C'est-à-dire que quelque part, on va avoir un cumulé. Alors, l'avantage, c'est d'abord l'avantage. Il faut bien décortiquer un bot. Donc, on récupère le contrôle de ces fameux bots. Tout à fait. On est anonyme. Au sens où on veut d'avoir une IP, on a oui, on en a 1000 et voilà. c'est pas les nôtres. Voilà, c'est pas les nôtres. Voilà, pour remonter sur nous, forcément, le virus ou le zombie qui s'est installé sur le serveur, il nettoie tous les logs. Donc le seul moyen de trouver les logs, c'est peut-être que le fournisseur il log pendant un certain temps. Ouais, c'est loguer les paquets réseau, mais bon. C'est loguer les paquets réseau, c'est pas n'importe. Enfin, faut être fournisseur d'accès pour faire ça, quoi. Exactement. Donc par rapport à ça, donc on fait ces fameuses attaques. Donc derrière, on va pouvoir saturer dans un premier temps le routeur qui peut être au pied du serveur, parce qu'on n'a peut-être le serveur est bien protégé, mais le routeur n'est pas protégé. Comment on peut faire saturer un routeur? C'est simple, une attaque réseau. Au sens où on lui envoie des gigabits et des gigabits et des gigatéras de trafic sur son point de routage, et là, on fait tomber le routeur. Tout à fait. Mais pas forcément le serveur en face. De l'autre côté, imaginons, il y a tous ces fameux bots, ces bots zombies qui font des requêtes sur une page spécifique. On va prendre un exemple tout bête. On va faire une requête sur la dernière actualité. Voilà, la page n'a pas été mise en cache, ou peut-être elle a été mise en cache, mais elle n'a pas été mise en cache. Au sens du cache, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la page n'est pas statique, elle fait appel à une base de données derrière. Donc à chaque fois, ça refait une demande d'information. Si les développeurs, j'ai rien contre les développeurs, on ne fait pas forcément correctement leur travail, ça va faire augmenter le temps machine parce qu'il n'y aura pas de gestion de cache, et ça va faire exploser le serveur, donc dépassement de mémoire, saturation CPU, load average, donc charge mise en queue importante des demandes du serveur, et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On aura une machine qui swap, et quand il n'y aura plus de swap, on n'aura plus rien. Donc le swap, c'est l'explication, donc sur Windows, c'est la mémoire virtuelle. Oui, c'est ça. Le dépassement de mémoire. C'est ça, sur Linux, c'est la même chanson, hein. En fait, lorsque le système n'a plus de mémoire vive, il délègue sur un fichier sur le disque dur, donc ça ralentit énormément la machine. Mais ce fichier a une limite maximum, et une fois qu'on arrive à la fin ou qu'elle est dépassée, l'ordinateur, c'est terminé pour lui. Il commence à aller très lentement. Ça, c'est quand il commence à swapper, mais quand il est vers la fin de son swap, en général, on peut même plus le récupérer.
C'est-à-dire qu'il est à la fin de son swap et il tombe. C'est-à-dire qu'il est frisé, il Voilà, freeze. exactement. La seule chose à faire, c'est de le redémarrer. Voilà, physiquement. Mais ça sert à rien de redémarrer de toute façon, parce que quelque part, l'attaque Oui, est si toujours l'attaque présente. continue, oui, bien sûr. Et il y a des stratégies aujourd'hui, bien sûr, pour se protéger contre ce genre d'attaque. Donc faire tomber un serveur, ça demande une certaine connaissance. Il faut être hacker, il faut savoir détourner les choses, il faut savoir détourner les serveurs, leur utilisation de base, savoir injecter par des failles de sécurité, par exemple, on va prendre les CMS, les Joomla, etc. Si votre serveur en face n'est pas protégé au sens safe mode, tu connais le safe mode sur PHP, en PHP. Ah non, je ne suis pas développeur. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que le safe mode, c'est un mode qui permet, entre autres, de pouvoir exécuter des programmes système sur le serveur. Ouais. Donc, admettons sur un Linux, tu vas pouvoir exécuter une compilation, tu vas pouvoir exécuter un ARM, etc., etc. Et derrière ça, il va pouvoir faire des requêtes sur la version de ton kernel. D'accord. Et il y a une forte probabilité que ton kernel il n'est pas à jour et que ton kernel il possède une faille de sécurité pour faire un passe-route. Pour passer route, en fait, un kit route, ça va te faire passer route. Et à partir de là, tu vas pouvoir devenir route sur la machine et t'installer. Ou, encore mieux, parce que tu peux exécuter, sans forcément être route, tu peux exécuter des scanners de port. Donc lui, après, ça va faire un phénomène de verre et il va aller se positionner dans la web farm et il va aller écouter tous les kernels qui sont à jour ou pas. Et il va s'installer, il va faire des requêtes sur le HTTP. Il va regarder la faille de sécurité s'il y a une faille de sécurité dans le SMS. S'il n'y a pas de faille de sécurité dans le SMS, il va regarder s'il y a une faille de sécurité dans les services alentours, donc les bind, les Apache, les SSH, etc. Et il va s'injecter. Et à partir de là, le hacker va pouvoir prendre possession de ces machines qui vont devenir des zombies. C'est ça. Et grâce à ça, vous allez pouvoir attaquer en face d'autres machines de manière forte, costaud et anonyme. Tout simplement. Bon allez, on se retrouve après ça, parce que tu le mérites. Radio ici maintenant, vous l'avez deviné, c'était un soundchip de Kund 0, donc composé sur Atari à l'époque, qui a été détourné par des pirates pour les crack trolls, les fameuses crack trop. Donc là on va passer, je vous rappelle aussi qu'on a un chat.rim952.fr accessible à partir forcément d'internet. Vous pouvez aussi, si vous avez du mal à retenir le nom de l'accès, www.ici-maintenant.com, et vous pouvez donc accéder à notre chat. Aussi, nous avons une télévision expérimentale accessible à partir de notre site internet et qui s'appelle Time. Donc vous pouvez nous voir nous bouger, faire coucou. Et bien sûr, nos fameuses démonstrations de temps en temps, installation Debian, installation Ubuntu qui peut marcher, ça peut arriver. Ah, attends, je t'ai coupé le micro. Salaud.
Doucement, on va se calmer. Ça va, tout va bien. Et bien sûr, notre Time 3D, parce qu'on a installé ça il y a quelques jours d'ici, Ouais. qui permet de nous voir en 3 dimensions dans la régie, dans les studios de la radio ici et maintenant. Donc c'est reparti pour un tour et on va parler maintenant de Adopi. La problématique sur la visibilité sur les offres légales sur les moteurs de recherche. Bien sûr, je vous invite à rebondir s'il y a quelque chose qui vous avez quelque chose à rajouter sur nos revues de presse, une réflexion ou même un petit peu débattre au micro avec nous. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Alors d'après les premiers résultats du projet Linkstorm de la Adopi par rapport au site illicite, l'offre légale de vidéo souffre d'un déficit de visibilité dans les moteurs de recherche. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur Internet publie son rapport Linkstorm. Il ne s'agit pas de réponse graduée, mais de l'étude de la visibilité dans les moteurs de recherche de l'offre légale par rapport à l'offre illicite. C'est quand même marrant parce qu'une offre c'est pas illicite, c'est simplement le fait d'être présent, le fait d'être présent dans les moteurs comme Google, Bing, etc. Pour les premiers résultats, les projets prennent pour référence des films de l'offre labellisée et analysent le positionnement de telle œuvre dématérialisée dans les moteurs de recherche en fonction des requêtes, soit ici Google ou Bing, qui sont les 2 moteurs les plus utilisés en France. Entre fin novembre et début mars, l'outil Linkstorm a reproduit le comportement d'un utilisateur qui désire accéder à un film par le biais d'un moteur de recherche. Pour 300 films disponibles dans l'offre labellisée. Pour chaque film, 8 requêtes par moteur ont été réalisées. 2 millions de résultats de recherche et 50 000 sites correspondants ont été traités. Écrit donc l'Adopi. L'étude s'est concentrée sur les 10 premiers résultats de chacune des requêtes du type entre crochets nom du film, entre crochets nom du film, streaming, nom du film, toujours entre crochets nom du film, télécharger, entre crochets nom du film voir et nom du film VOD, etc. L'Adopi arrive à la conclusion que l'offre licite des films dématérialisés souffre d'un déficit de visibilité parmi les 10 premières réponses renvoyées par le moteur de recherche. C'est particulièrement vrai pour les requêtes nom de film torrent, nom de film téléchargé, nom de film streaming. Le problème est que selon une étude du CSA, ces requêtes sont les plus saisies par les utilisateurs dans un moteur de recherche afin de trouver un film à voir. La requête la plus saisie de toutes demeure néanmoins le simple nom de film, et c'est pas cette requête que la représentativité de l'offre illicite est au plus bas quand c'est c'est du contenu éditorial qui ressort majoritairement. Toutes les requêtes confondues, les contenus apparemment illicites arrivent nettement en tête avec ceux éditoriaux. L'offre apparemment illicite est reléguée beaucoup plus bas, devant les contenus user-generated content comme YouTube, et sur l'offre labellisée pure qui arrive en queue de peloton. Les Adopi recommandent au site de l'offre légale de jouer sur des partenariats, de jouer sur des offres de partenariats éditoriaux, ou encore apporter un grand soin au choix des mots-clés pour profiter d'un meilleur référencement si l'offre légale est bien positionnée avec le mot-clé VOD. Ce n'est pas les plus populaires auprès des utilisateurs. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez rebondir sur le chat. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Si on peut s'amuser et aussi vous pouvez réfléchir et nous dire vos avis et bien sûr intervenir à l'antenne en direct 08 92 23 95 20. Alors Sébastien Sensor. Oui, William. Oui. Que puis-je pour toi? Qu'est-ce que tu penses là du fait que c'est plus facile de trouver de l'illégal en vidéo à première vue? Ça c'est les rapports de Adopi. C'est un article que j'ai lu dans générationnT.com. À ce propos, le fait qu'on trouve plus facilement tout simplement de la stuff, de la vidéo non légale quoi. Illégale. Oui, illégal. Bah, Illicite. C'est dommage pour eux, mais bon, ça après, c'est aux moteurs de recherche de faire leur tri, ou bien peut-être aux annonceurs de contenu de bien régler leurs mots-clés, et surtout à l'utilisateur final de savoir ce qu'il cherche, parce que tu tapes dans Google peut-être télécharger film, c'est clair et net que tu vas sûrement trouver sur les offres non légales en premier, parce que c'est des trucs historiques. Après on connaît les trucs genre méga et tout, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres types de serveurs, des trucs de forums et compagnie, où il y a sûrement des gens qui s'échangent des trucs. Donc il est clair que
il faut déjà dans un premier temps savoir ce qu'on recherche, et ensuite il faut que les annonceurs arrivent à bien référencer leur contenu sur ces moteurs de recherche. Peut-être se mettre en rapport avec justement les grands moteurs de recherche européens pour tout simplement essayer de faire valoir leur truc en premier lieu plutôt qu'une offre non légale. Parce que là, quand on lit cet article et quand on réfléchit sur cet article, c'est une constatation. C'est bien sûr, c'est pas de l'attaque vers les utilisateurs, mais Non, bien sûr, non. c'est une constatation de Adopi en disant c'est plus facile aujourd'hui la facilité. Hein. Parce que là, c'est le mot, c'est facilité en tant qu'utilisateur, en tant qu'internaute. Voilà, on fait une requête, toi, moi ou vous qui écoutez l'émission, on fait une requête, on tombe sur un film accessible, on clique dessus, il se déclenche, on va pas chercher plus loin, c'est la facilité. On va pas mettre si effectivement il n'y a pas d'effort des moteurs de recherche, malgré qu'aujourd'hui, je vous rappelle que Google Play, si je dis pas de bêtises, il y a une section qui propose de la VOD. Peut-être, je te le dis, ça commence il y a des films en VOD que tu peux, il y a Google Vidéo, Ouais. c'est Google Play via Google Vidéo, mais ça c'est un mix, te propose cette possibilité de regarder un film en VOD. Et bizarrement, lorsque je l'ai déjà dit, ça dans une émission de cyberculture, lorsque tu tapes film en entière, ça a été aussi mis en avant par Adopi, tu tombes sur des films en streaming complet, sans payer. Et derrière ça, Google va s'introduire et va mettre vous voulez voir le film, après tu as le truc, c'est la version méga HD, 1080p, je vois ce que tu etc. veux dire. à 2,99 €. Donc ça commence à se mélanger. Et c'est ce mélange-là, quelque part, qu'ils sont en train de se dire, mais pourquoi nous, on n'est pas mis en avant, pourquoi c'est... Donc ils se disent, ça sert à Il y a rien. des partenariats, il y a plein de trucs, je pense. C'est ça justement, là on parle de partenariat, on a besoin ils ont besoin de créer des partenariats, donc peut-être des partenariats avec YouTube, avec Bing, pour mettre un peu plus leur VOD en avant, et pour montrer et responsabiliser l'utilisateur, au sens où, vous voulez regarder le VOD, vous le regardez en HD, on vous propose la qualité pour 2,99 €, mais la question aussi, est-ce que 2,99 € c'est pas cher ? Écoute, tout dépend du contenu proposé. Après, il faut faire des comparaisons par rapport aux offres VOD, parce que en fait maintenant, chaque fournisseur d'accès Internet a sa propre offre VOD, donc il faudrait tout simplement faire des comparatifs. Mais je pense que Google va essayer de se positionner. Enfin, là, si on parle bien que de Google Play, ils vont sûrement se positionner sur le marché actuel, hein. Ils vont pas aller mettre un film à 1 € plus cher, je pense, que leur concurrence. Oui, ils vont fermer Google VOD, ça va aller plus vite, comme ils ont fait pour Google Reader. Ouais, oui, c'est vrai que ça y est, c'est terminé ça. C'est terminé depuis quelques jours. Exact. Non, mais ça, c'est un long débat. On a eu des débats à Superculture sur le fait, quelque part, il faut mieux payer un abo complémentaire avec son fournisseur d'accès Internet, quitte à payer 20 € ou 15 €, je sais pas, on fait un espèce de forfait à 20 €, on fait le calcul. Derrière ça, c'est clair, net et précis, les majors plus le cinéma pourraient retomber sur leurs pattes. Tu veux dire un truc comme à l'époque la licence globale, non? C'est une licence globale, oui, Ouais. c'est-à-dire que tu payes 30 € par mois complémentaire si tu veux avoir l'autorisation de droit d'accessibilité Ouais, au mais contenu. ça va être galère derrière dans le sens où ils sont pas censés. Enfin, si, ils pourront faire des statistiques, mais sur par exemple les 30 € que tu vas payer au mois, comment les artistes vont être rémunérés derrière, c'est ça le délire en fait. Parce que là c'est des achats à l'unité qu'on fait, c'est-à-dire on sait qu'on achète l'album de l'Intel et que normalement l'argent doit au moins en partie retomber dans sa poche. Mais là, imagine avec 30 € par mois et si jamais tu te mets à, je sais pas, télécharger. Disons que tu es un gros consommateur et tu vas te mettre à télécharger 500 albums dans le mois. Après, tu vois, tu vas diviser 500 artistes par 30 €, ça va pas faire grand-chose au final. Donc voilà, je sais pas. À mon avis, ils ont fait leur calcul, hein, donc Mais aujourd'hui, la question, le point d'interrogation, vous pouvez réagir sur le chat et bien sûr au téléphone 08 92 23 95 20. C'est qu'à un moment donné, qui est le système que je te propose là, c'est-à-dire que le fait un espèce de forfait global de 30 €, et aujourd'hui il y a des artistes, je suis désolé, ils sont à la SACEM, ils reçoivent pas la même chose Ah oui, bien que sûr. des grands artistes, tout à pas fait. des grands artistes, des artistes qui tournent. Oui, il y a plusieurs catégories, oui, bien sûr. Donc d'un autre côté, il faudrait peut-être faire une espèce de SACEM numérique qui gère ce fameux forfait de 30 € et qui répartisse d'une manière comme d'habitude, comme ils savent bien le faire, et qui puisse répartir ça. Oui, effectivement, ça pourrait être une solution intéressante. Après, bon, je sais qu'ils avaient déjà essayé de le faire passer, ce genre de... La licence globale avait été refusée à l'Assemblée nationale, il me semble, il y a quelques années, et depuis, on n'en a pas trop reparlé particulièrement, hein.
Ok, ok. Je sais pas, il y a des commentaires sur le chat? Je sais pas, Non, comme d'habitude, ils il- discutent. pas sur ça en tout cas. Ils parlent de quoi? Euh, Est-ce que c'est intéressant? Ça parle de VPN. Il y Ah, a des bah gens qui oui. expliquent à quelqu'un comment faire une connexion VPN. Bah tiens, ça tombe bien, je vais lire un article sur le VPN. Le VPN, je sais pas si tu as entendu parler que l'Iran bannit les serveurs VPN jugés illégaux. Donc la censure de l'Internet en Iran frappe depuis 2009 et l'instauration d'une théocratie souhaite contrôler l'ensemble des informations accessibles au peuple. Si les solutions permettent de contourner les blocus existants jusqu'à sous la forme de serveurs VPN, leur avenir est devenu aujourd'hui très incertain. L'Iran est un pays dans lequel Internet n'est pas vu d'un très bon œil par le gouvernement en place, a des filtres très restrictifs en place depuis plusieurs années, limitent largement les informations accessibles à la population. Pour autant, il existait des parades permettant de contourner partiellement les censures imposées, Alors, Sensor, tu fais des bruits bizarres. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu viens de me bloquer. Le principe étant l'utilisation de serveurs VPN, des serveurs VPN externes sécurisés. Malheureusement, Rudder vient d'annoncer qu'une grande partie des VPN les plus largement utilisés en Iran, répondant depuis quelques jours aux abonnés absents. Ramazanli Zobhanifard, dirigeant de la communauté des technologies de communication, en parlant, a confirmé que le régime en place, actuellement, bloquait et censurait ces fameux accès au VPN. Durcissement qui s'est traduit par le blocage des serveurs VPN déclarés illégal. Le gouvernement a ainsi précisé seuls les VPN légaux, enregistrés et validés par l'État, pourront continuer à fonctionner et à être utilisés. Des VPN qui donneront l'illusion aux internautes iraniens d'un peu de liberté, mais qui sera largement contrôlé par le gouvernement. Ces décisions pourraient simplement être rapprochées des différentes politiques annoncées jusqu'à concernant Internet, dont la création d'un réseau équivalent à YouTube spécialement dédié au pays où les différentes annonces de mise en place d'un intranet national. Pourtant, cette nouvelle censure est loin d'être anodine, fait partie d'une politique plus large qui tente à contenir les foules à l'approche des élections présidentielles de juin. En contrôlant un peu plus Internet, l'Iran souhaite ne pas reproduire les incidents intervenus en juin 2009 lorsque les électeurs ont protesté contre les résultats. Une révolte qui s'était rapidement propagée sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou YouTube et qui avait entraîné une censure des sites. Actuellement, l'Iran travaille sur des solutions permettant au peuple de profiter de ces réseaux dans le cadre d'un accès limité. Dans l'attente, les Iraniens devront se contenter d'un équivalent local de ces réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio Ici Maintenant se retrouve tout de suite après ça. Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. Vous êtes sur la Radio Ici Maintenant 95.2. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chat rim952.fr et accessible aussi à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. On a une télévision expérimentale qui s'appelle Time, accessible à partir de notre site internet, et notre nouveau flux 3D que vous pouvez atteindre en allant pour l'instant sur Ustream, ustream.tv, et vous tapez Time 3D tout attaché, et je vous ferai peut-être un coucou avec en 3D, Tradimension. C'est une vraie caméra 3D. Il vous suffit d'avoir des lunettes anaglyphiques qui est donc rouge et cyan, et je suis avec Sensor sur Cyberculture, et bien sûr on retrouvera, comme je l'ai annoncé comme d'habitude, le samedi c'est la journée de l'informatique sur la radio Ici Maintenant. On parle de hacking, on parle d'information pour mieux comprendre ce qui nous arrive, parce qu'on est quand même aujourd'hui au 21e siècle et il nous arrive plein de trucs. Eh oui.
Eh oui, il y aura plein de trucs. Et d'ailleurs, ce soir, je vais faire une émission spéciale sur l'addiction à l'informatique. Waouh! Ouais, bah, ouais, faut parler de tous ces Facebook, ce fait de jouer aux jeux vidéo, de scotcher, de voyager parce que quelque part, on voyage dans le temps avec l'informatique. Hein. T'as jamais fait ça comme coup, genre, t'as l'impression qu'il y a 1 heure qui est passée, en fait, il y a 5 Ah heures. oui, Retour vers le futur, oui, c'est clair, tu relèves le nez de l'ordi et Voilà, ça y est, voilà. tout à l'heure, ouais, effectivement. Donc, concours de celui-là qui a passé plus le voyage dans le futur. Donc l'informatique, après la grande question que j'aborderai ce soir, bien sûr, est-ce que l'informatique, est-ce que c'est un danger? Est-ce que l'informatique, quelque part, faut s'en détacher? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt lire un bouquin? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a des bouquins, mais de format numérique, qui sont sans luminosité, qui nous permettent de lire, mais on n'a plus cette sensation. Est-ce que ça nous procure la même Ouais, évasion? tourner les pages et effectivement lire un truc sur son Kindle, je pense pas que ce soit la même sensation. Est-ce qu'on a toujours cette sensation de faire jouer notre imagination, notre imaginaire? D'imaginer, par exemple, lire Game of Thrones au lieu d'aller le regarder en série, comme j'entends depuis tout à l'heure Olivier qui commence à se chauffer pour l'émission Hotline. Il sera de toute façon tout à l'heure Ouais. disponible pour vous aider à réparer votre Atari ou votre Amiga. Ah non, ça c'est dans le passé. Oui, il va vous aider à réparer vos PC, vos Linux ou même vos Windows. Mais Votre plus, souris qui part en ouais, morse. mais je crois qu'il c'est mieux réparer les souris que les Windows. Hein. C'est possible. T'as- Mais t'as- je ne vais pas créer de polémique. D'accord, on va éviter de créer des polémiques. Bon, les chatteurs, vous êtes chauds, comme d'habitude. Le serveur de chat n'a pas encore sauté, de toute façon, tout va bien. Donc, mais ça monte, hein, ça augmente. Hein. Primatorus, je crois que tu prends un peu trop de place en tant que dinosaure, mais tu es quand même le bienvenu. Alors là, on va aborder un autre article sur ce qui se passe ouvertement sur le hacking entre la Chine et les États-Unis. Je ne sais pas si tu as un peu suivi avec les cyberattaques. Ils ont remonté, bon, on rentre un peu dans les détails. Donc en début de semaine, le gouvernement de Barack Obama demanda à la Chine de mettre rapidement un terme à sa campagne de cyber-espionnage. Aujourd'hui, la Chine se dit ouverte à la discussion sur le sujet. Les États-Unis souhaitent mettre un terme à la bataille qui fait rage depuis plusieurs mois déjà au niveau des vagues de tentatives de hack et de cyber-espionnage avec la Chine. Le conseiller à la sécurité nationale Tom Dillon avait ainsi interpellé le gouvernement chinois sur l'urgence de la situation et les risques de dégradation des relations diplomatiques qu'elle pouvait entraîner. Un message que le gouvernement chinois a bien entendu puisqu'il annonce aujourd'hui son intention d'ouvrir un dialogue constructif dans le but de mettre un terme aux différentes vagues de cyberattaques opérées depuis l'intérieur de ses frontières. Invité à faire le ménage sur son sol au niveau des cyberattaques, la Chine affiche donc un discours différent de celui proposé jusqu'ici qui envoyait automatiquement les États-Unis à leur propre attaque ciblant les infrastructures chinoises. Car suite aux attaques des différents sites des journaux américains trouvant leur origine à Shanghai, sous la menace des sanctions, le gouvernement chinois avait également rappelé que plus d'un tiers des cyberattaques touchant ces infrastructures provenaient des États-Unis. Difficile de croire que les deux puissances vont marcher main dans la main pour tenter d'établir une régularisation des activités en ligne de leurs compatriotes respectifs. Et pourtant, les négociations viennent de prendre cette direction contre toute attente. Reste à voir quelles seront les mesures communes appliquées par les deux gouvernements pour limiter les attaques lancées depuis leurs frontières. Car si une grande partie de ces cyberattaques sont opérées par des groupes isolés d'individus, une autre part de cyberespionnage est également directement commenté par les deux États. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20 et bien sûr le commentaire sur toi, Sensor, qu'est-ce que tu en penses de ces cyberattaques? C'est sûr qu'en lisant cet article-là, c'est assez hypocrite. Hein. Mais bien sûr. Faut pas croire que tout va se débloquer comme ça avec juste une poignée de main. Attention à la poignée de main. Parce qu'au-delà du poignet, il y a le poing. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est clair que c'est assez hypocrite hein, sur ce cyber-espionnage. C'est sûr qu'à un moment donné, là, en ce moment, il y a même eu un discours à l'Asia Society à New York sur tous ces éléments-là. On reviendra peut-être sur d'autres émissions sur le comportement, mais avec la chute du mur il y a quelques années, en 1989, avec la chute de tout ce qui était le contre-espionnage, avec la venue d'Internet, c'est l'ouverture et la porte ouverte, l'open bar, comme on peut dire, le backdoor à l'accès aux informations sensibles à l'espionnage industriel.
Ah, bien sûr, parce que le but, bien sûr, c'est pas ça, hein. C'est ça, je veux dire plutôt, pardon. C'est bien de récupérer de l'information et de faire de l'espionnage. Bon, après, il y aura aussi les scripts qui vont s'amuser à faire tomber des trucs juste pour le plaisir de faire tomber des trucs d'effacer un truc à distance, un truc comme ça. Bon, il y a rien à retirer de ce genre de truc, mais pour l'espionnage industriel, il y a beaucoup d'argent à se faire derrière. Et je pense que c'est ce qui motive principalement les gros hackers et qui vendent en fait leurs services à des, à des concurrents industriels ou bien même à des Mais, États tout non, simplement. tu penses pas tout simplement, quelque part, que la DST, la CIA, même le service secret chinois n'ont pas un service qui est spécialisé pour travailler main dans la main avec leur propre entreprise? Peut-être Après, en, après ça, peut-être en Chine, vu qu'en Chine, il y a beaucoup de protocoles et de procédures. Peut-être en Chine, mais ici et aux US, c'est tellement libéral ce genre de truc que je pense pas que ce soit facile de créer, parce qu'il y avait quand même ne un mot serait-ce qu'un d'ordre. organisme, un truc comme ça qui pourrait surveiller ces choses-là, quoi. Aux États-Unis, il y avait quand même un mot d'ordre d'Obama qui invitait les entreprises à s'échanger les informations du fait qu'ils se sont fait pirater, du fait de comment ils ont trouvé ces solutions, de s'échanger entre elles, le fait de, quelque part, boucher les portes, boucher les trous. Ouais, certes, mais les entreprises aiment pas montrer qu'elles ont des faiblesses. Et ne serait-ce que même faire une database de tout ce qui est entre eux, même en interne, hein, de faire une base de données de ce genre de truc, ça prouve qu'on est faible dans un sens. C'est ça le problème. Je sais pas si tu as vu, il a récemment, pour rester plutôt de notre côté, il y a, comment ça s'appelle, il y a Monster qui a eu un problème, un sacré gros bug. En fait, il y avait une faille de sécu qui devait tourner depuis un moment, et c'est juste maintenant que ça a été corrigé. En fait, tu pouvais éditer n'importe quel profil de Monster et marquer n'importe quoi, sans avoir le mot de passe ni quoi que ce soit de la personne. Il suffisait donc dans l'URL de changer l'ID, le tien par exemple, si tu étais sur Monster. Tu mettais n'importe quel ID avant ou après et tu pouvais avoir la fiche de Monsieur Dupont et tu pouvais changer, mettre n'importe quoi. Il pouvait être expert IT, tu pouvais le mettre expert en claquette. Ça passait tout seul et le mec ne le sait pas. Ce qui fait que si son CV est encore en ligne et que des gens étaient remarqués n'importe quoi derrière, t'es pas prêt En d'avoir un fait, appel pour du boulot. en gros, on avait cette possibilité d'édition, mais est-ce qu'on avait cette possibilité aussi comment être un recruteur et pouvoir accéder à ses CV et récupérer des profils? Alors, Ou c'était juste sur non, en l'édition? fait, c'était un bug, c'était une faille de sécu sur l'édition du profil du candidat, en fait. Ce qui fait que les recruteurs, ils le voyaient en mode lecture, mais ils voyaient éventuellement peut-être des conneries ou des fausses informations. Ce qui fait que du coup, ton profil, enfin, les gens qui sont sur Monster peuvent aller vérifier leur profil, ça fera pas de mal. Parce que la faille est bien sûr corrigée maintenant, mais bon, il y a des gens qui ont eu peut-être le temps pendant un moment de faire ce genre de bêtises. Donc, Alors je vous invite à taper tout simplement sur votre moteur de recherche préféré faille Monster. Bien sûr, ça a été oui, corrigé, hein, voilà, ça ouais, arrive, c'est hein, Corben ouais, qui l'a voilà. montré. Ouais. Donc il y a corben.info, vous pourrez trouver cette information à propos de cette faille de sécurité. Donc aujourd'hui, il faut faire super gaffe, il faut protéger, il y a toujours des failles, parce on avance Bah, comme ça. maintenant, la faille principale, on va dire, c'est l'applicatif. Puisque les systèmes, il n'y en a pas des millions. Ils sont tous assez sécurisés. Quand il y a des failles, elles sont corrigées très très rapidement. Mais l'applicatif, c'est pas pareil. Il y a tellement d'applicatifs pour tellement d'applications possibles sur un serveur que c'est maintenant là-dessus que les hackers se basent pour faire leurs exploits. Donc, c'est plus trop le système qui est testé, c'est plutôt maintenant les applicatifs. Parce que c'est pareil, un applicatif, ça peut être fait que par une société, et si jamais la société, elle a déposé le bilan ou elle met pas à jour ses applicatifs, on peut se retrouver avec un gros trou de sécurité sur son serveur, quoi. Donc là, tu es plus du côté applicatif, tu n'es pas du côté réseau, parce que quelque part, on peut rentrer sur un réseau. Si on est identifié en patte blanche sur un réseau Ouais, mais d'entreprise. je pense pas que ce soit aussi facile de pirater du réseau, de faire des attaques genre Man in the Middle ou des trucs comme ça pour sniffer des réseaux. Je pense qu'il faut quand même l'infrastructure et la connaissance, alors que là, Bonjour. n'importe quel gogo, par exemple pour la faille qui a été montrée par Corben, n'importe quel gogo peut taper dans l'URL, changer un numéro dans l'URL et voir les profils des autres et faire des conneries dessus. Ah bah ça, parce que ce site est accessible par le public. Donc Ah après, oui, oui, tout à fait, oui. tout ce qui est intranet, extranet, on va Ah rentrer ouais. dans des tokens, on va rentrer dans Ah des oui, non, bien VPN, sûr, dans du les Citrix. VPN des sociétés et tout, c'est correctement sécurisé, enfin, jusqu'à ce que quelqu'un mette vraiment le nez dedans, parce que je pense que de toute façon, plus on fouillera, plus on trouvera
des failles de sécu. Hein. Mais là, c'est applicatif au sens web. Oui. Parce que même si c'est un accès web, c'est-à-dire ça, c'est le serveur en face, il a beau être blindé, si le développeur derrière il n'a pas fait de règles de sécurité, bon, est-ce que c'est vraiment au développeur web de réfléchir à la sécurité? Peut-être un minimum acceptable, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. C'est à l'éditeur d'applicatifs ou de solutions applicatives de voir ça, parce que un expert système, il fait peut-être pas spécialement du développement, et donc du coup, il saura peut-être pas qu'on peut cacher un code dans un URL ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il n'aura pas les... Faire une injection, un include, Ouais, faire un Par include, exemple, là, etc. je donne un exemple bidon, mais il y a sûrement plein d'autres trucs qui permettent de bypasser l'applicatif pour avoir accès aux ressources système derrière, mais si l'administrateur système n'a pas de connaissances en développement, c'est mort. Donc l'idéal, c'est d'avoir un dev et un admin système. Qui testent bien sûr, Voilà, et qui qui font puissent des brute travailler force, tous les deux en même qui temps. font des brute force là-dessus, qui Voilà. voient si oui ou non effectivement ce serveur il est protégé partout, parce qu'il n'y a pas que, on en parlait hein, dans des émissions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dites pas mon PC, mon serveur est protégé parce que vous avez 15 couches de firewall. Bah non, bizarrement, bah non, ça marche pas que comme ça. Si vous avez forcément un service qui est proposé en extérieur comme votre site internet, et par exemple vous avez un CMS dessus, un site dynamique, on va pouvoir à partir de là, c'est l'une des portes, pouvoir Bien sûr, étudier, regarder si par exemple en bas à droite vous n'avez pas retiré, en bas à droite, 1, 2, 3. Si vous utilisez un WordPress avec une version 2.0xx et que cette version-là, vous ne l'avez pas mise à jour parce que vous n'avez pas mis à jour tout simplement votre WordPress, le hacker en face va savoir que cette version-là possède telle faille de sécurité. Si votre serveur web est mal configuré ou est configuré en partie ou même à 100% pour juste être pour être en CH-root, donc l'ensemble est CH-rooté et sandboxé uniquement sur votre site, votre site il va quand même le repeindre. Il va pouvoir faire bien sûr, il n'aura pas accès en direct à votre système, mais il aura quand même accès aux data qui seront dans le CH-root. Il pourra essayer même, je sais pas, de foutre un bot dessus ou bien de modifier. Un phishing voilà, avec le site de la Poste. Exactement. J'en parlais d'ailleurs, on pourrait même lire cet article sur le phishing, si j'arrive à retrouver ma page préférée. Et c'était 1, 2, 3, tac. Non, je l'ai plus, je l'ai perdu. Je m'en rappelle vaguement, donc c'était un phishing pareil sur des mails, avec des faux mails free qui disaient attention. Oui, mais de toute façon, il y a tout. Hein. Alors en ce moment, c'est tous les opérateurs y ont eu droit, toutes les banques y ont eu droit. En ce moment, c'est Free qui tourne avec le coup de attention, votre paiement il n'est pas passé. Et vous avez, et l'autre c'était, je sais plus, c'était un truc, c'était la CAF. La CAF. Pour du vol de données personnelles, ça veut dire numéro de sécurité sociale, nom, prénom, adresse. C'est-à-dire que quelque part, vous allez remplir un formulaire avec ces informations-là et ça va permettre en face à ces gens-là d'usurper quelque part un jour votre identité. Donc faites attention, ne saisissez pas tout énormément. C'est extrêmement développé ce genre de choses. Hein. Il y a beaucoup d'usurpation d'identité. Et maintenant, il faut tellement peu de data pour permettre justement de se faire passer pour X ou Y. Ça peut aller très très loin. Et le problème actuel, c'est que la loi française n'est pas encore assez développée sur ce genre de problème. On a de plus en plus de personnes qui se font voler leur identité et derrière, ils se retrouvent avec des factures, des trucs, on leur bloque leur compte. C'est la folie furieuse et bizarrement, l'État ne protège pas ces gens-là. Donc voilà, donc il y a un gros trou quelque part et ça serait bien un jour que quelqu'un du gouvernement mette le nez dessus parce que... Alors, petite respiration, pas musicale, mais c'est même un cadeau pour toi, exceptionnel, et même Olivier il va le regretter, parce qu'il ne l'aura pas maintenant. C'est Fatima pour toi qui a une question, qui va nous poser une question WordPress. Alors on t'écoute. Allô? Allô? Oui, dis-nous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais savoir si c'était accessible à tout le monde de faire cet espionnage, par exemple, sur WordPress. Est-ce que c'est le premier venu peut venir comme ça sur votre site et vous espionner? En fait, c'est même pas de l'espionnage, c'est vraiment du fait qu'il peut aller récupérer des informations confidentielles, c'est qu'il va passer administrateur. En gros, il va passer, c'est comme s'il était à ta place. Si ce site-là il t'appartient, lui il va pouvoir faire ce qu'il veut derrière, accéder à tes données sensibles, changer des textes, changer des photos. Et aujourd'hui, c'est vachement grave, parce
que tu dis là, et c'est-à-dire qu'il faut être super spécialisé pour ça ou pas? faut avoir une connaissance minimum en webmaster, webmaster on va dire en hacking web, mais avec Toi, par exemple, tu peux le faire, ça? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Non, je veux pas être le centre de cette conversation, mais aujourd'hui, pour trouver. Non, mais c'est juste pour prendre un exemple concret. Oui, je sais le démontrer. Je travaille dans la sécurité, je sais le démontrer et le montrer à des clients avec qui j'ai déjà travaillé, leur montrer par A plus B comment ils ont une problématique. Je le fais, moi je suis du côté des gentils. D'accord, mais tu pourrais le faire. White Hat Hacker, ça s'appelle. Voilà. Parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps une émission à la télé, il y a un gars qui travaillait de chez lui pour aider les gens quoi, sur informatique, et puis il a réussi à aller sur l'ordinateur d'une de ses clientes et lui dire, voyez, vous me voyez là, vous voyez la flèche et tout. Il était carrément sur son ordinateur. C'était Olivier de la hotline? Non, mais ce genre de truc, c'est fait avec l'accord de la personne en face. Hein. Oui. Il faut installer un logiciel tiers sur la personne à l'autre bout qui a le problème, et derrière, ça permet une prise de contrôle à distance. Alors aujourd'hui, rassurez-vous sur la sécurité. Et comment c'est possible de faire ça? Ça doit être très facile alors. On va pas Il faut installer un logiciel. Aujourd'hui, il y a des logiciels. Je vous entends très mal. Hein. Allô? Oui. J'ai augmenté le son. Oui, je vais raccrocher et vous écouter à la radio parce que je vous entends très très mal. Là, c'est mieux là? C'est gentil, merci. Ah, salut. Ok. C'est mieux. Allô? Ouais. C'est parti. Oui, non, mais je crois que on l'a fait peur avec les connexions à distance. Alors, attention, je veux dire qu'aujourd'hui, les systèmes d'exploitation, quand vous faites le nécessaire, ils sont protégés si vous faites les mises à jour de sécurité sous Linux, bien sûr, et sous vos amis de Windows. À partir de là, après on a parlé de WordPress. Il y a une communauté derrière qui permet de mettre à jour en automatique. Donc quand vous êtes dans la partie administrateur de votre WordPress, lorsque vous vous connectez, il vous dit il y a une nouvelle mise à jour, faites la mise à jour, n'attendez pas. Bien sûr, oui, c'est clair. C'est parce que derrière, ils ont découvert une faille de sécurité et à partir de là, faites attention, soyez intentionnaires, mettre à jour votre antivirus et surtout installer un antivirus parce que combien de fois Olivier m'a dit qu'il n'y avait pas d'antivirus sur les machines des gens qui appelaient la hotline. Il a failli perdre, il a perdu ses cheveux mais il s'est acheté une perruque. Ah, je sens qu'il va pas être content. Alors, je veux bien prendre tout à l'heure, mais c'est normal. On s'aime bien sur la radio ici maintenant, sur la journée de l'informatique et cyber culture. On se retrouve tout de suite après ça. Bon, on va relancer un petit peu le jingle pour faire plaisir. Parce qu'on a un concours de jingle. Hein. Le fait de gagner, vous gagnez simplement le fait que ça passe à la radio. Allez, petit jingle. Allez, ça te fait marrer ça. Radio ici maintenant. 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Ça me fait penser à, comment ça s'appelle, à l'appel de Gaulle, moi. Ah, c'est l'appel de Gaulle Cyberculture. C'est cyber. Avec du morse derrière. Ouais, c'est du morse. Alors, le message derrière, c'est Cyberculture, cyber. Ouais, on est meilleur que la hotline. On est plus intéressant, je trouve. C'est du subliminal en fait. Ouais, c'est du subliminal pour dire qu'on est plus fort qu'Olivier. Ouais, parce qu'on est deux. Ouais, on est deux. La cyberculture, on a deux. Ok. Bon allez, une petite pause.
Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. On arrive sur les derniers instants de l'émission. On se retrouvera la semaine prochaine. On va donner place d'ici quelques minutes. Et moins de 10 minutes, on va donner la place, moins de 5 minutes plutôt, on va donner la place à... Ah, je t'ai coupé. C'est pas grave. Ouais, c'est bon, t'énerve pas. On va donner la place à Olivier avec la hotline pour vos problèmes dans le domaine de l'informatique. Par exemple, si vous avez des tripes surréalistes, parce qu'on aime bien les tripes surréalistes à prendre sur le chat, votre souris vous parle... En morse. En morse, comme on a entendu tout à l'heure. Donc c'est la hotline avec Olivier qui va peut-être réussir ou pas. Mais je préfère garder le ou pas à résoudre vos problèmes. Et là, je pense qu'il écoute, ou je sais même pas s'il écoute. Non, il écoute pas. Non, il a pas envie. Non, il est vexé. Il a plus envie d'écouter les émissions. Il a plus envie d'écouter Cyberculture. Et c'est ainsi. Donc, alors aujourd'hui, on a abordé beaucoup de sujets. Plus spécialement un point sur les i sur la sécurité. Ne vous inquiétez pas, sur la sécurité, je remets la phrase là-dessus. Mettez à jour vos firewalls, surtout votre système, parce qu'il y a beaucoup de failles dans les systèmes, et surtout vos antivirus. Installez un antivirus. Combien de fois on a vu des utilisateurs ne pas avoir d'antivirus? Ça peut vous faire marrer sur le chat, ça peut vous faire marrer vous qui écoutez dans votre voiture l'émission, vous qui êtes dans une salle machine ou dans un data center, ou sinon vous qui ne comprenez rien à l'informatique. Et c'est pour ça que d'ici quelques instants, on va retrouver Olivier qui va peut-être vous aider à vous faire comprendre s'il craque pas avant. Ça te fait marrer. Ouais. D'accord. C'est la petite cyberguerre. C'est la cyberguerre entre les deux. Voilà. Bon là ce soir, on se retrouvera dans mon émission avec une émission spéciale spéciale libre antenne. Hein, on va parler de l'addiction à l'informatique. Ça peut faire marrer Olicat qui non, ça se fait pas marrer. D'accord. Il est pas de bonne humeur aujourd'hui. Hein. T'as rien à dire ou quoi? Ok, tout va bien. Donc ce soir, on se retrouve avec l'addiction. On va parler addiction Facebook, addiction informatique, addiction peut-être aux jeux vidéo, le jeu vidéo en ligne, ou tout simplement... Aussi, tout simplement, les gens qui passent leur journée à faire des textos, des trucs comme ça, c'est aussi une addiction. Hein. La fameuse... Après, on en parlera ce soir, hein, ça c'est un fait, hein, mais le fait d'avoir son portable, de scotcher dans le métro, le fait de s'ennuyer et de regarder simplement son téléphone pour s'occuper pendant son trajet, qui parfois n'est pas forcément agréable, où on essaierait comme des boîtes de sardines là-dedans, tout simplement. Je sais pas, t'as un truc à rajouter avec l'émission d'aujourd'hui, un truc qu'on aurait oublié? On a parlé de cyberattaque, comme d'habitude. On a parlé de pas mal de trucs. Après, si vous voulez qu'on développe des sujets, il faut pas hésiter à le dire via le mail, via le chat, ou même nous appeler, tout simplement. On peut en débattre en direct. Bon, là, c'est un peu tard pour nous, mais la semaine prochaine, avec plaisir. Vous pouvez appeler la hotline juste après pour embêter Olivier, mais vous l'appelez rien que pour l'embêter. Vous lui inventez un problème qui n'existe pas, avec des phrases qui n'existent pas. Et donc, voilà, tout simplement, donc à partir d'ici quelques minutes, vous allez retrouver la hotline. Vous pouvez nous contacter sur notre email, et à première vue, il y en a certains et certaines qui ont compris qu'ils pouvaient utiliser donc cet email pour nous contacter, cyberculture952@gmail.com. Je répète, cyberculture952@gmail.com. Il n'y a pas de majuscule dans les adresses email, je le rappelle. Bon, ça passera quand même parce que les filtrings ça passe. Vous pouvez nous envoyer vos jingles, si vous voulez faire un petit jingle sympatoche que j'écouterai cette semaine, ou même peut-être les jours prochains, en me disant tiens, il est pas mal. Remercie encore à Tristan qui a gagné le droit que son jingle passe. Il repassera peut-être s'il est gentil dans les émissions Cyberculture. Vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2. À très bientôt et on se retrouve ce soir et la semaine prochaine. Et juste un petit mot, parce qu'il me reste quelques instants. Week-end de Pâques. On se retrouvera, je vais dans une conférence informatique qui s'appelle la révision, The Revision. Ouais. Donc là-bas, c'est quoi? C'est simplement une démo partie où il y aura à peu près 800 personnes. Donc il y aura du monde, de l'Europe en entière, du monde entier. Donc ça va venir d'Allemagne, de Finlande, de France aussi, d'Espagne, de Bulgarie, d'Hongrie, d'Israël. Ça va venir de partout. Donc on va se retrouver, c'est un aspect hacker convivial dans une grand amphithéâtre. Pendant 3 jours non-stop, on va présenter de l'art numérique, donc vidéo, projection, musique, et je serai, on va essayer de faire normalement on va faire un direct, pas de cyberculture parce que je ne pense pas qu'il a envie de faire récupérer mon émission Olivier dans ses habitudes, et on se retrouvera en mix avec l'Outline, donc on fera une spéciale émission et je serai sur Skype ou en streaming, j'en sais rien, mais au moins
vous pourrez voir et vivre ce moment-là. Il y aura peut-être le stream, on vous fera partager le stream. Voilà. C'était un truc à Le dire. seul truc qui me manquera, à mon avis, pour vous, ça sera Les clés du 800, bateau. 800 mecs, 3 jours dans un amphithéâtre, ça va sentir bon, les gars. Bah, à un moment, on m'a dit qu'il y avait une vingtaine de cabinets. Ouais, mais je parlais pas de ça, je parlais plutôt de fait, peut-être qu'il n'y a pas de douche ou qu'il y a 800 personnes, 3 douches, ça va être chaud, quoi. Là, j'ai craqué à chaque fois que j'y allais. Ouais, tu prends l'hôtel j'ai- maintenant, mais j'ai toi, pris- tu fais partie de la classe riche des informaticiens maintenant. Bah, je suis pas, non, je ne suis pas riche. J'ai pris un hôtel, j'ai pris un hôtel à crédit. Voilà. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Donc à un moment donné, il y a des choix à faire. Soit tu dors par terre comme j'avais l'habitude de Ouais, faire. mais c'était il y a 15 ans, ça, William, on est des Mm. vieux maintenant. Oui, parce que bon, après on en reparlera, mais des mots partis. Même Vodka Amiga le dit, 15 cabinets 6 et douches. 6 douches. Bon, allez, ouais, bisous, à plus tard. Ciao. Amiga.